Bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter les soft skills. Donc, comment les développer et les utiliser. Alors, en commençant par la définition des soft skills. Alors, les soft skills, donc généralement, ils désignent des compétences comportementales, le plus souvent acquises en dehors de la sphère scolaire ou universitaire. Donc, ça veut dire qu'en généralement, donc, lorsqu'on est à l'école, donc on apprend plusieurs matières, la mathématique, la chimie, la science, etc. Mais généralement, donc à l'époque, on n'apprend pas comment améliorer notre comportement. Alors, il existe deux traductions courantes pour le terme de soft skills. Alors, compétences humaines et compétences comportementales. Ça veut dire les compétences comportementales, ce sont les soft skills. Alors, quelle est la différence entre soft skills et hard skills? Alors, les soft skills réfèrent aux aptitudes comportementales et interpersonnelles d'un salarié. Ils peuvent donc grandement varier d'une personne à une autre et déterminent quel genre de travailleur une personne sera. Les hard skills réfèrent plutôt aux connaissances et habilités techniques que détiennent les salariés. Certains d'elles sont donc essentielles pour exercer un emploi, par exemple connaître la loi sur les impôts ou savoir conduire un camion remorque. Donc ça veut dire que les hard skills, c'est la compétence technique qu'on apprend. Ça veut dire être marketeur, donc savoir comment faire les ads, comment créer un site web, etc. Donc pour un informaticien, comment avoir des compétences techniques en informatique. Un comptable doit connaître la loi fiscale, etc. Ça, ce sont les hard skills. Et les soft skills sont des choses différentes. Donc on parle plus de comportement du salarié ou d'une personne de façon générale. Alors, quels sont des exemples de soft skills? Alors, il y a plusieurs types de soft skills sont convoités sur le marché du travail, tels que l'adaptation, la capacité à bien communiquer, l'organisation, l'intelligence émotionnelle, le leadership, la créativité, l'innovation, la capacité à résoudre des problèmes, l'éthique de travail, la rigueur, le professionnalisme. Alors maintenant, on va voir comment utiliser et développer chacune de ces compétences. Alors, parlons de l'adaptation. Alors, c'est quoi l'adaptation? C'est la capacité d'adaptation est un savoir-être particulièrement apprécié des recruteurs et des employeurs. En effet, un salarié doté de cette qualité sait s'adapter à toutes sortes de situations et évoluer en fonction du contexte, des événements, des besoins du moment, des urgences, etc. Alors, tout en analysant la situation à laquelle il est confronté, ce salarié écoute les opinions des uns et des autres et adapte son organisation lorsqu'il le faut. L'adaptabilité, c'est aussi la facilité à accepter les changements, rebondir, faire face à ses peurs et ses erreurs et accepter de nouveaux défis. Alors, ce genre de soft skills qui est l'adaptation, donc elle est très demandée dans le marché du travail. Alors, les principaux des choses que le recruteur évalue chez un candidat, c'est son capacité d'adaptation. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on recrute un profil junior, donc il doit passer par plusieurs processus de formation, etc. Il doit comprendre des tâches. Donc, le recruteur, il examine si ce candidat, il a une très bonne capacité d'adaptation ou pas. Parce que généralement, s'il y a un profil, il a cette soft skills d'adaptation, donc il peut, dans un mois, 3 mois, il peut être très productif et apporter une grande valeur ajoutée à l'entreprise. Sinon, un autre profil qui n'a pas cette capacité d'adaptation, donc il va avoir beaucoup de problèmes pour se former, etc. Donc par la suite, il peut prendre 1 an, 2 ans et ne pas être productif. Ce qui va avoir peut-être un mauvais résultat de l'évaluation de son période d'essai ou bien l'évaluation annuelle. Donc, généralement, elle ne va pas être bien intégrée dans l'entreprise.
Alors, la capacité d'adaptation est une soft skills, bien sûr, compétence comportementale, que l'on peut tout travailler et développer. Voici quelques clés. Apprenez à accepter le changement. Alors, parlons de la pandémie. Alors, la pandémie a parfois bouleversé de façon considérable la vie professionnelle des salariés. Lorsqu'on est confronté pour la première fois à de tels défis, il est courant et normal de ressentir de l'appréhension ou de l'anxiété face à une situation inconnue et incertaine. Toutefois, il est important de comprendre qu'il faut remettre en question son interprétation des événements, ses craintes, par exemple la crainte d'une surcharge de travail, d'être dépassé par les événements, etc., sont-elles rationnelles, objectives et basées uniquement sur les faits. La façon dont vous interprétez les faits et les informations détermine la manière dont vous abordez le changement. En examinant objectivement une situation difficile et en faisant de notre mieux pour éliminer les hypothèses négatives existantes et potentiellement non fondées. Nous pouvons travailler à canaliser positivement notre réaction émotionnelle et donc accueillir le changement plus sereinement. Ça veut dire lorsqu'on est face à un changement. Par exemple, la société elle est en train d'instaurer un nouveau système d'information, de nouveaux collègues, face à une nouvelle hiérarchie. Donc, on doit savoir comment analyser les effets et comment réagir. Alors, saisissez les opportunités offertes par le changement. Alors, la peur du changement est souvent le résultat de pensées négatives face à ce que l'avenir peut nous réserver. Lorsqu'on, lorsque vous avez peur ou avez de pensées négatives, cherchez à les transformer en quelque chose de positif. Ainsi, réfléchissez aux opportunités que pourraient vous apporter ces changements et leur implication sur votre situation personnelle comme professionnelle. Par exemple, si ces changements entraînent une augmentation de la surcharge de travail et de nouvelles responsabilités, cela pourrait également aider à faire progresser votre carrière sur le long terme et être l'opportunité d'essayer de nouveaux domaines ou de développer de nouvelles compétences. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de la zone de confort. Et s'il y a un changement, donc il faut profiter de ce changement. Donc, pensez que ce changement va vous apporter une nouvelle expérience, un nouveau défi, un challenge. Ça, euh, il va vous aider à montrer vos compétences à votre employeur, à vos collègues, etc. Maintenant, on va parler de l'organisation. C'est quoi l'organisation? Alors, cette aptitude fait partie de soft skills très recherchées par les entreprises. L'organisation aussi, c'est une compétence fondamentale. Cela se comprend parfaitement pour plusieurs raisons. Savoir s'organiser induit, entre autres, avoir une vision éclairée de sa mission, objectif clairement perçu, sens de conséquence de ses actes et de ceux de son équipe, gestion habilité, compétences, gestion de changement optimal, etc. Prendre des décisions efficaces en toutes circonstances, notamment en période de tension ou de conflit, savoir gérer les imprévus. Être à l'écoute des autres. Lorsque l'on a le nez dans le guidon, il est difficile de laisser de la place à autrui. Être capable de laisser de la place à la créativité et l'innovation. Faire preuve d'engagement envers son entreprise. Gérer son temps et celui de ses collaborateurs de façon optimale. Être organisé permet, entre autres, d'être disponible et à l'écoute de son équipe lorsque le besoin s'en fait sentir. Gérer son stress et ses émotions. Savoir formuler un refus. Par exemple, si on est en train de faire un travail et nous avons un deadline pour faire le travail, par exemple, ton responsable t'a demandé de finir un travail dans 2 heures et l'un de tes collègues, il vient pour discuter quelque chose de personnel ou bien te dire, voilà, on prend un café. À titre d'exemple, tu peux lui dire, moi, excusez-moi, merci
de votre invitation, mais maintenant, je dois finir un travail dans 2 heures, je suis pressé, donc je ne peux pas partir avec toi dans ce moment. Donc ça, parce que l'organisation, donc, c'est une chose fondamentale, pas seulement pour un salarié, mais aussi pour un entrepreneur ou un freelancer ou femme de foyer. Donc, nous sommes tous obligés à être organisés parce que l'organisation peut changer carrément votre vie. Alors, comment développer l'organisation? Alors, il y a la connaissance de soi et hygiène de vie. Alors, l'efficacité commence par une excellente connaissance de son mode de fonctionnement et un minimum de discipline. Savoir repérer ce qui vous fait perdre du temps vous permettra d'éviter l'écueil, de vous égarer et ainsi gagner en efficience. Donc, généralement, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre vie professionnelle et personnelle. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée et vous fait perdre votre temps, donc il faut l'analyser, étudier pour optimiser votre temps. Alors, un manque d'efficacité personnelle et ou professionnelle peut avoir plusieurs causes qu'il faut savoir repérer afin de les neutraliser. Distractions diverses et variées, un smartphone qui vibre, bip ou clignote en permanence, une baisse de la concentration due à des soirées ou des nuits non reposantes, une tonne de dossiers laissés en attente qui ne cessent d'augmenter, des post-it, emails non lus et qui s'accumulent, etc. Fonds perdus à chercher un dossier, un stylo, un mot de passe, etc. Éparpillement dans les différentes tâches à accomplir, ça c'est un manque d'organisation. Une fois ces éléments repérés, il est temps d'agir. Coupez votre téléphone ou mettez-le en mode silencieux de manière à ne pas être perturbé par les diverses notifications lorsque vous devez centrer toute votre attention sur un dossier très important. Par exemple, organisez votre espace de travail ainsi et mettez en place des stratégies afin d'optimiser le temps passé au bureau et réduire les perturbations intempestives, portes fermées, pancartes, ne pas déranger. Le cas échéant, on va l'appeler le temps de boucler un dossier urgent. Donc vous pouvez maintenant fermer votre bureau et si quelqu'un vient d'ouvrir le bureau, tu peux lui faire un signe que tu es très occupé. Parallèlement, il n'est plus à démontrer qu'une bonne hygiène de vie a un impact positif non négligeable sur la qualité de la concentration, de l'humeur, la fatigue, la résistance au stress. Dormez suffisamment, buvez régulièrement de l'eau, pratiquez régulièrement une activité physique, passez du temps avec celles et ceux qui vous sont chers, réduisez la quantité de café et autres excitants notoires, mangez équilibré et suffisamment. Alors ça, c'est très important parce que on doit avoir un équilibre vie personnelle et professionnelle. Parce que si votre vie personnelle n'est pas équilibrée, ça va impacter aussi votre vie professionnelle. Un environnement propice au travail, espace de travail organisé et adapté, fourniture de bureaux adéquate et aisément accessible, luminosité suffisante, ambiance favorable au travail, etc. Tout commence ici. Vous veillerez ainsi à soigner votre environnement de travail, qu'il soit partagé avec d'autres, isolé, ou bien encore dans un centre de coworking, ou bien à la maison. C'est différent parce qu'il y a des salariés qui télétravaillent à la maison. Donc, si vous êtes mené à travailler depuis la maison, vous devez bien organiser votre espace de travail dans la maison, séparer vous de votre famille lorsque vous êtes concentré sur un dossier au travail. Donc sinon, si vous travaillez en présentiel, vous devez bien organiser votre espace de travail. Donc la fourniture, les dossiers, tout ça doit être proche de vous.
pour savoir se concentrer et être mieux organisé dans votre travail. Maintenant, on va parler de l'intelligence émotionnelle et c'est la compétence que j'aime beaucoup dans les soft skills parce qu'elle est très importante et elle a un rôle très important pour les salariés qui travaillent, euh, que leur poste de travail nécessite de grandes capacités de communication, comme les agents RH ou bien euh, les commerciaux et les managers aussi. Alors, la plupart des professions d'aujourd'hui impliquent d'échanger avec des collègues ou des clients. Le mode de travail agile se repose sur la capacité de collaborer. Nous avons besoin de personnes qui gèrent efficacement ces échanges, reconnaître les émotions des autres, les comprendre, gérer ses propres émotions et celles de ses pairs sont des compétences qui continuent à prendre de l'importance, compétences qui peuvent se résumer en un concept, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle vous permet d'utiliser vos propres émotions comme un moteur pour agir efficacement. Pour développer cette soft skill, vous devez donc savoir analyser vos propres émotions et vos besoins. En prendre conscience, interrogez-vous sur la valeur qui sont importantes à vos yeux, ce qui est primordial dans votre vie, ce qui vous rend heureux, ce qui contribue à votre accomplissement. Puis, après cette réflexion, faites une liste de ce que vous aimeriez faire dans un futur proche ou lointain, des expériences rapidement réalisables ou pas. Ne les classez pas, laissez parler votre cœur et bien évidemment, écoutez-vous. Alors, la plupart des professions d'aujourd'hui impliquent d'échanger avec... pardon. Alors, des exercices d'écriture automatique peuvent également vous aider à libérer votre inconscient. Plus vous en ferez, plus vous réussirez à être spontané. Une autre façon de faire ressortir vos émotions est de vous exercer à parler de vous à partir d'une image prise au hasard. Après un court temps de réflexion, 30 secondes par exemple, faites le lien entre cette image et ce que cela ressurgir de vous. De préférence, une émotion positive, un trait de votre tempérament, un projet, une anecdote passée. Laissez parler vos émotions afin de vous redécouvrir. Donc, quand vous avez une pensée positive vis-à-vis de votre interlocuteur, exprimez-la et expliquez la raison de votre compliment ou remerciement. Un compliment ou un remerciement font toujours plaisir. En outre, cela vous permet d'extérioriser vos émotions. Alors, l'écoute attentive des autres, la gestion de vos propres émotions, mais aussi celle des autres, a un impact de votre quotidien. L'intelligence émotionnelle est un facteur important dans la gestion des conflits, par exemple. La perception d'un mal-être permet d'anticiper une situation difficile. De nombreux jeux de société vous demandent d'être à l'écoute des autres et ou d'analyser leur attitude, ce que représente un bon moyen de développer votre intelligence émotionnelle. Dans le jeu d'Exit, cela vous permettra par exemple de comprendre le lien entre la carte du joueur et son message, dans l'émotion que cela a suscité chez lui. Dans d'autres jeux, c'est cette même analyse qui vous permettra de trouver le meilleur moyen de connexion avec votre partenaire afin qu'il vous identifie un mot pertinent dans le cas du jeu Link, par exemple. Alors, l'intelligence émotionnelle permet de vous adapter à des situations humaines parfois complexes. Comme toutes les soft skills, le développement de votre intelligence émotionnelle vous aide à vous sentir plus accompli dans votre vie personnelle et professionnelle. Dans le cadre du travail, l'intelligence émotionnelle se révèle déterminante dans le domaine des services à la personne, de la formation et du management notamment. Le logiciel Harmony permet de tester 6 de vos soft skills dans l'intelligence émotionnelle. Alors,
Maintenant, on va parler de le leadership. Le leader bouscule. Alors, c'est quoi le leader? Alors, le leader, donc, c'est quelqu'un qui bouscule les aptitudes, crée et n'a aucune peur d'innover ou de proposer des solutions totalement disruptives. Outre son charisme naturel, c'est essentiellement dans ses relations avec les autres qu'il assied son pouvoir de persuasion. Le leadership, lorsqu'il n'est pas inné, peut toutefois s'acquérir dans une certaine mesure et se travailler afin d'en exploiter toutes les possibilités. En restant dans un cercle vertueux, bien évidemment, certains leaders peuvent s'avérer toxiques, comme l'histoire l'a montré à de nombreuses reprises. Un bon leader doit savoir prendre des initiatives. C'est souvent en cela que le bon leader est admiré et respecté, car il est déterminé, confiant et il ose défendre et imposer ses idées dans la douceur et le respect. À quoi bon savoir de bonnes idées si l'on n'est pas à même de les présenter, de les expliquer, les vendre en quelque sorte, mais dans le respect et la non-violence. Savoir convaincre est ainsi un atout majeur. Communiquer efficacement, une compétence primordiale pour faire passer ses idées et surtout recueillir l'adhésion de ses troupes. Le feedback en est un élément important car il permet au leader de rester à l'écoute de ses collaborateurs, entendre de nouvelles possibilités et ou opportunités. Repérer, faire s'exprimer les talents de chacun dans le collectif. Alors, l'un des piliers du leadership qui consiste à déceler, faire émerger et orchestrer les talents individuels et collectifs afin de mener tout le monde à la réussite. Bousculer les habitudes dans l'intérêt de chacun et du groupe dans son entièreté, disruption et innovation sont deux notions puissantes en matière de leadership. Ils permettent de remettre constamment en question ses idées, son travail, ainsi que tout le groupe afin d'atteindre les sommets rêvés. Motiver, ça c'est très important. Motiver et reconnaître le travail de ses collaborateurs, condition sine qu'un nom d'un management efficace et positif, un bon leader doit également manager ses troupes et jouer sur la motivation et le sens au travail pour maintenir sa position de meneur suivi. Alors, si un de vos collaborateurs elle fait un bon travail, tu lui dis merci, bravo, un bon travail, tu lui félicites devant l'équipe, parfois tu donnes des primes de meilleurs employés, etc. Maintenant, enfin, on va parler de la rigueur, parce que aussi c'est une compétence très importante. Alors, c'est quoi la rigueur? Alors, la rigueur est un concept de discipline et de responsabilité qui peut être appliqué à tout lieu de travail ou organisation. C'est le respect des règles, des règlements et des normes d'excellence établis qui créent un environnement d'efficacité et de productivité. La rigueur implique de fixer des attentes élevées pour soi-même et pour les autres, de tenir chacun responsable de ses performances et d'évaluer régulièrement les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Alors la rigueur, c'est être capable dans son emploi. L'un des aspects les plus importants de la rigueur au travail est l'élaboration et le maintien d'un calendrier qui permet d'accomplir le travail efficacement. Cela implique de fixer des objectifs réalisables et de s'y conformer scrupuleusement. Il s'agit également de gérer efficacement son temps et d'éviter de remettre à plus tard ou de perdre du temps sur des tâches non essentielles. Alors, aussi, la hiérarchisation des tâches est aussi une composante importante de la rigueur au travail. Il s'agit d'attribuer systématiquement de l'importance et de l'urgence aux différentes tâches de façon à ce que les plus importantes soient les plus urgentes, de sorte que vous soyez en mesure de respecter les délais demandés ou annoncés. Alors, par exemple, on peut travailler ça dans un bloc-notes, Excel, Outlook,
calendrier digital. Donc, tu peux voilà, faire chaque projet, mentionner la date fin de projet, chaque tâche, donc faire une graduation des priorités, etc. Afin de mieux être professionnel et rigueur dans votre travail. Alors, une personne rigoureuse dans son travail respecte ses engagements, planifie ses objectifs, fait effectivement ses tâches et les fait bien. Conclusion. Alors, pour conclure, on peut dire développer les soft skills revient à développer de manière générale les capacités à apprendre, à réfléchir et à interagir. Ce qui devrait être l'une des missions essentielles de l'école devient aujourd'hui la responsabilité des entreprises qui sont soucieuses de la performance et de la stabilité dans le temps de leur équipe. Il n'existe pas une technique miraculeuse pour développer les soft skills. Alors la solution réside plutôt dans une multitude d'initiatives répétées dans le temps et injectées dans tous les aspects du travail. Les équipements et les outils de travail, le management, les formations, la culture et même la gouvernance. Les recommandations ci-dessus s'entendent plutôt pour des activités de bureau et non isolées, et elles ne sont ni exhaustives ni absolues et nécessitent de prendre en compte le contexte. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine.